Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! ABP Édition présente Dale Carnegie, Comment venir à bout du stress et commencer à vivre. Lu par Bertrand Maudet. Bonne écoute. Préface. Comment ce livre a été écrit et pourquoi? Ce livre est dédié à un homme qui n'a pas besoin de le lire. Lowell Thomas. J'aimerais remercier Miss Ville Stiles depuis le coin nord-ouest de mon cœur pour toute l'aide qu'elle m'a apportée dans la préparation de ce livre et de comment se faire des amis et influencer son entourage. En 1909, j'étais l'un des jeunes hommes les plus malheureux de New York. Je gagnais ma vie en vendant des camions. Non seulement j'ignorais complètement comment fonctionnait un moteur de camion, mais je ne tenais pas à le savoir. Je méprisais mon travail. Je détestais ma chambre au mobilier bas de gamme sur la 56e rue, où fourmillaient les cafards. Je me souviens encore de la collection de cravates accrochées au mur. Quand le matin je tendais la main pour décrocher une cravate propre, les cafards s'éparpillaient dans toutes les directions. Je détestais manger dans des restaurants bon marché, sales, eux aussi sans doute infestés de cafards. Chaque soir, je rentrais dans ma chambre solitaire avec une migraine, cultivée et alimentée par la déception, le stress, l'amertume et la rébellion. Je me rebellais parce que les rêves que j'avais entretenus durant mes années d'université s'étaient mués en cauchemars. Était-ce là la vie? Était-ce là l'aventure vitale que j'avais attendue avec impatience? Était-ce là tout ce que l'existence me réservait? Gâcher mes journées à faire un travail que je méprisais, vivre en compagnie de cafards, manger de la nourriture infecte, sans aucune perspective d'avenir? Il me tardait d'avoir le temps de lire et d'écrire les livres, chose que je rêvais de faire depuis l'université. Je savais que j'avais tout à gagner et rien à perdre en renonçant à ce travail fastidieux et pénible. Gagner beaucoup d'argent ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était vivre ma passion. En somme, j'étais devant le Rubicon, cette croisée des chemins décisive à laquelle sont confrontés la majorité des jeunes gens lorsqu'ils font leur début dans la vie. Aussi, je pris ma décision. Une décision qui allait changer complètement mon existence. Depuis, ma vie est épanouie et gratifiante au-delà de toute espérance. Et quelle fut ma résolution? J'allais renoncer au travail que j'exécrais. Et puisque j'avais passé 4 années à étudier l'enseignement au Warrensburg Teachers College, dans le Missouri, j'allais me lancer dans les cours du soir pour adultes. Ainsi, je disposerais de temps libre en journée pour lire, préparer mes cours, écrire des romans et des nouvelles. Je voulais vivre pour écrire et écrire pour vivre. Quel sujet pouvais-je bien enseigner aux adultes? En analysant et en repensant à ma propre formation universitaire, je m'aperçus que mes connaissances et mon expérience en prise de parole en public m'avaient été plus utiles dans ma vie professionnelle et privée que tout autre cours. Pourquoi? Parce que cette formation avait éradiqué ma timidité et mon manque de confiance en moi, et m'avait donné le courage et l'assurance nécessaires pour m'adresser aux autres. Elle m'avait également montré que le leadership gravitait généralement autour de ceux capables de se lever et de dire le fond de leurs pensées. Je soummis donc ma candidature pour un poste de professeur en prise de parole en public aux universités de Columbia et de New York, mais celles-ci estimèrent qu'elles pouvaient se débrouiller sans mon aide. Sur le moment, je fus déçu. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu qu'elles aient décliné ma candidature, car j'obtins alors un emploi à la YMCA, Young Men's Christian Association, Union chrétienne de jeunes gens, où je dus montrer des résultats concrets et les montrer vite. Quel défi ce fut! Ces adultes ne suivaient pas mes cours du soir pour obtenir un diplôme ou du prestige social. Ils les suivaient pour une seule raison: acquérir des solutions tangibles pour résoudre leurs problèmes. Les cadres voulaient pouvoir se tenir sur leurs 2 pieds et prononcer quelques mots à un rendez-vous d'affaires sans s'évanouir d'effroi.
Les commerciaux voulaient pouvoir rendre visite à un client coriace sans devoir faire 3 fois le tour du pâté de maison pour rassembler leur courage. Ils voulaient développer de l'aplomb et de l'assurance. Ils voulaient s'épanouir et réussir dans leur carrière. Ils voulaient gagner plus d'argent pour leur famille. Et puisqu'ils payaient les cours à la séance et qu'ils cesseraient de les suivre s'ils n'obtenaient pas de résultats, et que je ne recevais pas un salaire, mais un pourcentage des bénéfices, il fallait que j'obtienne des résultats concrets si je voulais gagner ma vie. À l'époque, j'avais l'impression que ces circonstances représentaient un handicap, mais je réalise aujourd'hui qu'elles m'apportèrent une formation précieuse. J'étais forcé de motiver mes étudiants. J'étais forcé de les aider à résoudre leurs problèmes. J'étais forcé de rendre chaque cours si intéressant que l'idée de ne pas y participer ne les effleurait même pas. Ce travail était passionnant. Je l'adorais. J'étais stupéfait de voir la rapidité avec laquelle ces hommes d'affaires reprenaient confiance en eux, obtenaient des promotions et des augmentations. Le succès de mes cours dépassait tous mes espoirs. Au bout de 3 semestres, la YMCA, qui avait d'abord refusé de me payer un salaire de 5 $ la soirée, me reversait 30 $ en pourcentage des bénéfices. Au début, je me contentais d'enseigner la prise de parole en public à mes étudiants. Mais bientôt, je compris qu'apprendre à se faire des amis et à influencer leur entourage leur serait également bénéfique. N'ayant pu trouver un manuel adéquat sur les relations humaines, j'en écrivis un moi-même. Je ne l'écrivis pas de la manière habituelle. Il se développa et évolua à partir du vécu des adultes qui suivaient mes cours. Je l'intitulais « Comment se faire des amis et influencer son entourage ». Parce qu'il était destiné à n'être qu'un livre de référence pour mes cours du soir, et parce que j'avais écrit 4 autres livres dont personne n'avait entendu parler, jamais je n'avais imaginé que celui-ci se vendrait si bien. Je suis sans doute l'un des auteurs les plus sidérés de son succès en vie. Au fil des années, je me rendis compte qu'un autre problème dont pâtissaient beaucoup d'adultes était le stress. La vaste majorité de mes étudiants étaient des hommes d'affaires, cadres, représentants commerciaux, ingénieurs, comptables, un échantillon de tous les métiers et professions, dont la plupart connaissaient les mêmes problèmes. Des femmes suivaient également mes cours, des femmes d'affaires et des femmes au foyer. Elles aussi avaient des problèmes. Manifestement, il me fallait un manuel sur comment venir à bout du stress. Et de nouveau, j'en cherchais un. Je me rendis à l'excellente bibliothèque publique de New York, à l'angle de la 5e avenue et de la 42e rue, et découvris à mon grand ébahissement qu'elle ne comportait que 22 ouvrages sur le sujet du stress et de l'inquiétude, worry. Je remarquai également, et ceci pour mon plus grand amusement, qu'elle comportait 189 livres sur le sujet des vers de terre, worms. Presque 9 fois plus de livres sur les vers que sur le stress. Stupéfiant, non? Le stress étant l'un des plus grands fléaux de l'humanité, vous pourriez penser, et à juste titre, que chaque lycée, chaque université du pays dispenserait un cours sur comment vaincre le stress. Pourtant, s'il existe ne fût-ce qu'un seul cours sur le sujet dans n'importe quelle université du pays, je n'en ai jamais entendu parler. Pas étonnant que David Seabury ait écrit dans son livre « How to Worry Successfully » « Comment stresser avec succès », nous parvenons à l'âge adulte aussi peu préparés aux pressions de la vie qu'un rat de bibliothèque auquel on demande de faire du ballet. Résultat, plus de la moitié de nos lits d'hôpitaux sont occupés par des individus souffrant de troubles psychologiques. Je parcourus les 22 livres sur le stress dénichés sur les étagères de la bibliothèque publique de New York. En outre, j'achetais tous les livres traitant du stress que j'ai pu trouver. Or, je n'en trouvais pas même un seul que je pouvais utiliser en tant que texte de référence pour mes cours du soir. Aussi, je résolus d'en écrire un moi-même. Je me suis attelé à la tâche d'écrire ce livre il y a 7 ans. Comment? En étudiant ce que les philosophes d'époques variées avaient écrit sur le sujet. J'ai aussi lu des centaines de biographies, allant de Confucius à Churchill. Puis j'ai interviewé des dizaines de personnalités, venant de tous horizons, tels que Jack Dempsey, les généraux Omar Bradley et Mark Clark, Henry Ford, Eleanor Roosevelt et Dorothy Dix. Mais ce n'était que le début. J'ai également fait autre chose, de bien plus utile que les interviews et les lectures. Pendant 5 ans, j'ai participé à une étude sur comment vaincre le stress, une étude menée lors de mes cours pour adultes.
À ma connaissance, c'était le premier et le seul laboratoire en son genre au monde. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons donné à nos étudiants un ensemble de règles pour venir à bout du stress et nous leur avons demandé de mettre en pratique ces règles dans leur vie, puis d'exposer à la classe les résultats obtenus. D'autres étudiants relatèrent les techniques qu'ils avaient utilisées par le passé. Du fait de cette expérience, je présume avoir écouté plus de témoignages de comment j'ai vaincu le stress que tout autre individu ayant arpenté cette terre. De plus, j'ai lu des centaines d'autres témoignages de comment j'ai vaincu le stress, qui m'étaient envoyés par la poste. Des témoignages qui ont remporté des prix dans mes cours, dispensés à travers le monde. Ce livre n'est donc pas du tout déconnecté de la réalité. Il n'est pas non plus un plaidoyer sur comment le stress pourrait être vaincu. Au contraire, je me suis efforcé d'écrire un rapport documenté et concis sur comment des milliers d'adultes ont vaincu le stress et l'inquiétude. Une chose est certaine, ce livre est pratique. Vous pouvez le croquer à pleines dents. Le philosophe français Valéry a dit « La science est une collection de recettes qui réussissent toujours. » Voici ce que représente cet ouvrage, une collection de recettes éprouvées pour venir à bout du stress dans nos vies. Toutefois, laissez-moi vous avertir. Vous n'y trouverez rien de neuf, mais de nombreuses sagesses qui ne sont pas généralement appliquées. Et sur ce point, vous et moi n'avons pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de nouveau. Nous en savons déjà suffisamment pour mener la vie parfaite. Nous connaissons tous la règle d'or et le sermon sur la montagne. Notre problème n'est pas l'ignorance, mais l'inaction. L'objectif de ce livre est de réitérer, d'illustrer, de rationaliser, d'adapter et de glorifier certaines vérités anciennes et fondamentales, et de vous motiver à agir et à les appliquer dans votre vie. Vous n'avez toutefois pas ouvert ce livre audio pour apprendre comment il avait été écrit. Vous cherchiez de l'action. Eh bien, lançons-nous. Veuillez écouter la première et la deuxième partie de cet ouvrage. Dale Carnegie. 9 suggestions pour tirer le meilleur de ce livre audio. 1. Pour profiter au maximum de cet ouvrage, il n'y a qu'une seule exigence indispensable, une seule condition essentielle, infiniment plus importante que toute règle ou technique. Tant que vous ne satisferez pas ce prérequis fondamental, 1000 règles sur comment étudier ces préceptes ne vous serviront à rien. Mais si vous possédez cette faculté capitale, vous pourrez accomplir des merveilles sans écouter aucune des suggestions sur comment bénéficier au mieux de ce livre audio. Quelle est donc cette condition magique? Tout simplement, le désir profond, énergique d'apprendre, la vive résolution d'arrêter de stresser et de commencer à vivre. Comment parvenir à développer un tel désir? En vous rappelant constamment combien ces principes sont importants pour vous et comment leur maîtrise vous aidera à vivre une vie plus épanouie et heureuse. Répétez-vous encore et encore. À long terme, ma tranquillité d'esprit, mon bonheur, ma santé et peut-être même mes revenus dépendront en grande partie de la mise en pratique des vérités anciennes, fondamentales et éternelles enseignées dans ce livre. 2. Écoutez d'abord chaque chapitre rapidement pour en obtenir une vue d'ensemble. À ce stade, vous serez probablement tenté de foncer écouter le suivant, mais résistez à la tentation, à moins que vous n'écoutiez uniquement pour vous divertir. Toutefois, si vous souhaitez vraiment arrêter de stresser et commencer à vivre, alors revenez en arrière et réécoutez chaque chapitre attentivement. En fin de compte, ceci vous permettra d'économiser du temps et d'obtenir de meilleurs résultats. 3. Interrompez fréquemment votre écoute pour réfléchir à ce que vous venez d'écouter. Demandez-vous comment et quand vous pourriez mettre en pratique chaque suggestion. Cette manière d'écouter vous aidera bien plus que de vous précipiter comme un whippet pour chassant un lapin. 4. Munissez-vous d'un crayon, d'une craie ou d'un stylo bille rouge. Lorsque vous écoutez une suggestion qui vous semble utile, écrivez-la. 5. Une femme de ma connaissance est chef du bureau dans une grande entreprise d'assurance depuis 15 ans. Chaque mois, elle lit tous les contrats d'assurance signés par son entreprise. Oui, elle relit attentivement les mêmes contrats mois après mois, année après année. Pourquoi? Parce que l'expérience lui a appris que c'était la seule manière pour elle de se remémorer clairement leurs clauses. J'ai passé près de 2 ans à écrire un livre sur la prise de parole en public.
Or, je constate qu'il me faut le relire de temps en temps pour me rappeler ce que j'ai écrit dans mon propre livre. La rapidité avec laquelle nous oublions est stupéfiante. C'est pourquoi, si vous voulez bénéficier réellement et durablement de ce livre, n'imaginez pas que le survoler une fois suffira. Après l'avoir écouté attentivement, vous devriez passer plusieurs heures à le parcourir tous les mois. Réécoutez-le souvent. Continuez à vous émerveiller de toutes ces possibilités et perspectives d'amélioration. N'oubliez pas que l'application de ces principes ne peut devenir habituelle et inconsciente qu'à travers une campagne constante et assidue de réécoute et de mise en pratique. Il ne peut en être autrement. 6. Bernard Shaw déclara un jour : « Si vous enseignez quoi que ce soit à un homme, il n'apprendra jamais. » Shaw avait raison. L'apprentissage est un processus actif. Nous apprenons en agissant. Aussi, si vous désirez maîtriser les principes étudiés dans ce livre, faites-en quelque chose. Mettez en pratique ces règles à la moindre opportunité. Si vous y coupez, vous les oublierez rapidement. Seule la connaissance appliquée reste gravée dans l'esprit. Vous trouverez sans doute difficile d'appliquer ces suggestions en permanence. Je le sais parce que j'ai écrit ce livre. Or, je remarque souvent que j'ai moi-même des difficultés à mettre en pratique tout ce que je prône ici. Alors, tandis que vous écoutez ce livre, rappelez-vous que vous n'essayez pas simplement d'acquérir de l'information. Vous essayez de forger de nouvelles habitudes. Vous testez un nouvel art de vivre. Ceci requiert du temps, de la persévérance et une assiduité quotidienne. Donc, consultez souvent ce livre audio. Considérez ceci comme un guide pratique sur comment vaincre le stress. Et quand vous serez confronté à un problème éprouvant, ne vous alarmez pas. Ne réagissez pas de manière naturelle, impulsive. C'est souvent ce qu'il ne faut pas faire. À la place, tournez-vous vers ce livre audio et réécoutez les suggestions que vous avez retenues. Puis mettez-les en pratique et voyez-les accomplir leur magie dans votre vie. 7. Donnez une pièce de monnaie à vos proches chaque fois qu'ils vous surprennent en train d'enfreindre un des principes recommandés dans ce livre audio. Ils vous auront à l'usure. 8. Rendez-vous au chapitre 22 de ce livre audio et découvrez comment le banquier de Wall Street, H.P. Howell, et ce bon vieux Benjamin Franklin ont corrigé leurs erreurs. Pourquoi ne mettriez-vous pas en pratique leurs techniques pour maîtriser les principes discutés dans ce livre audio? Si vous le faites, 2 choses en résulteront. Premièrement, vous vous retrouverez plongé dans un processus éducatif à la fois enrichissant et inestimable. Deuxièmement, vous constaterez que votre aptitude à arrêter de stresser et commencer à vivre se développera et s'étendra comme un arbre verdoyant. 9. Tenez un journal et notez-y vos triomphes dans l'application de ces principes. Soyez spécifique. Donnez des noms, des dates, des résultats. Garder une trace écrite vous inspirera à faire davantage d'efforts. Et combien ces histoires seront fascinantes quand vous retomberez dessus un de ces soirs, des années plus tard. En 2 mots, 9 suggestions pour tirer le meilleur de ce livre. 1. Développer un désir profond, énergique, de maîtriser ses principes pour vaincre le stress. 2. Réécoutez chaque chapitre avant de passer au suivant. 3. Tout en écoutant, interrompez-vous souvent pour vous demander comment vous pourriez mettre en pratique chaque suggestion. 4. Écrivez toutes les suggestions importantes. 5. Réécoutez ce livre tous les mois. 6. Appliquez ces principes dès que l'opportunité se présente. Utilisez cet ouvrage comme un guide pratique pour vous aider à résoudre vos problèmes quotidiens. 7. Rendez votre apprentissage ludique en offrant à un proche une pièce de monnaie chaque fois qu'il vous surprend en train d'enfreindre un de ces principes. 8. Analysez vos progrès chaque semaine. Demandez-vous quelles erreurs vous avez faites, comment vous pourriez vous améliorer, quelles leçons vous en avez tirées pour le futur. 9. Tenez un journal à la fin de ce livre, détaillant quand et comment vous avez mis en pratique ces principes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres. Première partie, principes fondamentaux sur le stress.
cloisonnez votre vie en compartiments étanches. Au printemps de l'année 1871, un jeune homme lut dans un livre des mots qui eurent un impact profond sur sa vie. Étudiant en médecine à l'hôpital général de Montréal, il était préoccupé par son examen final, s'inquiétait à propos de ce qu'il ferait ensuite, d'où il irait, de comment il ouvrirait son cabinet, de comment il gagnerait sa vie. Mais la phrase que ce jeune étudiant en médecine lut en 1871 allait l'aider à devenir le médecin le plus célèbre de sa génération. Il fonda ensuite la mondialement célèbre école de médecine Johns Hopkins. Il devint professeur Regius de médecine à Oxford, la plus haute récompense accordée à un homme de médecine dans l'Empire britannique. Il fut adoubé par le roi d'Angleterre. À sa mort, 2 immenses volumes de 1466 pages furent nécessaires pour raconter l'histoire de sa vie. Il s'agit là de Sir William Hasler. Et voici la phrase de Thomas Carlyle qu'il lut au printemps de l'année 1871 et qui l'aida à vivre une vie dépourvue de stress. Notre grande tâche ne consiste pas à voir ce qui est vague et lointain, mais à accomplir ce qui est manifestement à notre portée. 42 ans plus tard, par une douce soirée de printemps où les tulipes fleurissaient sur le campus, ce même homme s'adressa aux étudiants de l'université de Yale et déclara qu'un homme comme lui, qui avait enseigné dans 4 universités et écrit un livre populaire, était censé être doué d'une intelligence spéciale. Il avoua que c'était faux, que ses proches savaient que sa cervelle était des plus médiocres. Dans ce cas, quel pouvait être le secret de son succès? Il déclara qu'il le devait à ce qu'il appelait cloisonner sa vie en compartiments étanches. Que voulait-il dire par là? Quelques mois avant de discourir à Yale, Sir William Hasler avait traversé l'Atlantique à bord d'un paquebot. Le capitaine, debout sur le pont, pouvait appuyer sur un bouton et hop, les rouages métalliques se mettaient en marche et isolaient immédiatement les différentes parties du bateau les unes des autres, les transformant en compartiments étanches. Chacun d'entre vous, poursuivit le docteur Hasler à l'attention des étudiants, est un organisme bien plus merveilleusement élaboré qu'un paquebot et destiné à un bien plus long voyage. Ce que je vous conseille vivement, c'est d'apprendre à contrôler les rouages de votre esprit, de telle sorte de cloisonner votre vie en compartiments étanches. C'est la manière la plus sûre de sécuriser votre parcours. Montez sur le pont et vérifiez que les cloisons sont en bon état de marche. Actionnez un bouton et entendez, à chaque échelon de votre vie, les portes en fer se refermer sur le passé et condamner les hier morts. Enfoncez-en un autre et coupez, à l'aide d'un rideau en métal, le futur, les demain à naître. Alors vous serez en sécurité pour aujourd'hui. Faites taire le passé. Laissez le passé enterrer ses morts. Ignorez les hier qui ont éclairé le chemin des imbéciles vers une mort poussiéreuse. Le fardeau de demain, ajouté à celui d'hier, porté aujourd'hui, fait chanceler les plus forts. Bloquez le futur aussi sûrement que le passé. Le futur, c'est aujourd'hui. Il n'y a pas de demain. Aujourd'hui est le jour du salut de l'homme. Perte d'énergie vitale, stress psychologique, tension et angoisse feront ployer l'homme qui s'inquiète de l'avenir. Fermez bien les grandes cloisons à la proue comme à la poupe et cultivez l'habitude de cloisonner votre vie en compartiments étanches. Le docteur Hasler voulait-il dire par là que nous ne devrions faire aucun effort pour nous préparer au lendemain? Absolument pas. Il continua son discours en expliquant que la meilleure façon de se préparer pour le lendemain était de consacrer toute notre intelligence, tout notre enthousiasme à effectuer au mieux notre travail d'aujourd'hui, aujourd'hui. Que c'était la meilleure manière possible de nous préparer à ce que nous réservait l'avenir. Sir William Hasler incita les étudiants de Yale à commencer la journée par la prière du Christ « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Notez bien que la prière se contente de demander le pain de ce jour. Elle ne se plaint pas du pain rassis que nous avons dû manger hier et ne dit pas non plus « Oh Dieu, il a fait tellement sec au champ dernièrement et nous pourrions connaître une autre sécheresse. Alors, où trouverai-je le pain à manger l'automne prochain? Et si je perds mon emploi? Oh Dieu,
comment pourrais-je avoir mon pain quotidien? Non, cette prière nous enseigne à ne demander que le pain de ce jour. Le pain d'aujourd'hui est le seul pain que vous puissiez manger. Il était une fois un philosophe sans le sou qui errait à travers une région rocailleuse, où les habitants avaient du mal à assurer leur subsistance. Un jour, une foule se regroupa autour de lui sur une colline, et il fit ce qui reste sans doute le discours le plus cité de tous les temps, un discours qui résonna à travers les siècles. Ne soyez donc point en souci pour le lendemain, car le lendemain prendra soin de ce qui le regarde. À chaque jour suffit sa peine. Les versions modernes de la Bible citent Jésus plus fidèlement en disant « Ne vous souciez pas du lendemain ». Nombreux sont ceux qui rejettent cette parole de Jésus, la considérant comme un conseil de perfection, de mysticisme. « Je dois me soucier du lendemain, disent-ils. Je dois m'assurer de protéger ma famille. Je dois mettre de l'argent de côté pour mes vieux jours. Je dois planifier et me préparer pour avancer dans la vie. » Certes, que rien ne vous empêche de penser au lendemain, de réfléchir soigneusement, de planifier et de vous préparer. Mais évitez de vivre dans l'angoisse du lendemain. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nos chefs militaires planifiaient le lendemain, mais ils ne pouvaient pas se permettre le luxe d'angoisser. J'ai fourni aux meilleurs hommes le meilleur équipement en notre possession, déclara l'amiral Ernest J. King, commandant en chef de la flotte des États-Unis. Et je leur ai assigné la mission qui me paraît la plus sage. C'est tout ce que je peux faire. Si un bateau a été coulé, continua-t-il, je ne peux pas le faire remonter. Si un bateau est sur le point d'être coulé, je ne peux pas l'en empêcher. Je peux faire meilleur usage de mon temps en anticipant les problèmes de demain, plutôt qu'en me souciant de ceux d'hier. D'ailleurs, si je me laissais affecter par ces choses, je ne tiendrais pas longtemps. Que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre, la principale différence entre la pensée positive et la pensée négative est celle-ci. La pensée positive s'appuie sur les causes et les effets et mène à une planification logique, constructive. La pensée négative mène fréquemment à des tensions et dépressions nerveuses. J'ai eu le privilège d'interviewer Arthur Hayes Sulzberger, éditeur de 1935 à 1961 de l'un des journaux les plus connus au monde, le New York Times. M. Sulzberger me raconta que lorsque la Seconde Guerre mondiale enflamma l'Europe, il était tellement sous le choc, tellement préoccupé par le futur, qu'il ne parvenait plus à trouver le sommeil. Il se levait fréquemment au milieu de la nuit, s'installait avec une toile et des tuiles de peinture devant le miroir et essayait de peindre son autoportrait. Il n'y connaissait rien en peinture, mais cela ne l'empêchait pas de peindre, pour se distraire de ses préoccupations. M. Sulzberger me confia qu'il avait été incapable de chasser ses inquiétudes et de trouver la sérénité tant qu'il n'avait pas adopté comme devise ce cantique religieux. Un seul pas me suffit. Conduis-moi, douce lumière, veille sur mon chemin. Je ne demande pas à voir le but lointain. Un seul pas me suffit. À environ la même époque en Europe, un jeune homme en uniforme apprenait la même leçon. Il s'appelait Ted Bergenmino, de Baltimore dans le Maryland, et il s'inquiétait tellement qu'il souffrait de stress post-traumatique de première classe. Voici son histoire. En avril 1945, je me rongeais tellement les sangs que j'avais développé ce que les médecins appellent un côlon transverse spastique, une maladie extrêmement douloureuse. Si la guerre ne s'était pas terminée à point nommé, j'aurais souffert d'un effondrement physique complet. J'étais complètement à bout. J'étais alors sous-officier dans la 94e division d'infanterie des États-Unis, affecté au service des tombes. Mon rôle était de tenir à jour les listes de tous les hommes morts au combat, portés disparus et hospitalisés. J'étais également chargé d'aider à exhumer les corps de soldats alliés et ennemis, qui avaient été tués et enterrés à la hâte dans des tombes peu profondes, au comble de la bataille. Je devais rassembler leurs effets personnels et m'assurer qu'ils soient renvoyés à leurs parents ou proches, qui pourraient chérir ces objets de valeur. J'étais constamment inquiet, de crainte de commettre des erreurs fâcheuses. J'étais tourmenté, car j'ignorais si j'allais réussir à surmonter toutes ces horreurs. Je me demandais si je rentrerais pour pouvoir tenir dans mes bras mon unique enfant, un fils âgé de 16 mois que je n'avais encore jamais vu. J'avais l'impression de perdre la tête. J'étais si stressé et exténué que j'avais perdu 15 kilos. Je regardais mes mains décharnées.
J'étais terrifié à la pensée de rentrer chez moi en ressemblant à un squelette. Ébranlé, je m'effondrais et je sanglotais comme un enfant chaque fois que je me retrouvais seul. Il y eut une période, peu après la bataille des Ardennes, durant laquelle je pleurais si souvent, que je perdis espoir de jamais redevenir normal. Je finis dans un dispensaire militaire où un médecin de l'armée me donna un conseil qui changea complètement ma vie. Après m'avoir fait passer un examen médical approfondi, il m'informa que mes troubles étaient d'ordre psychologique. « Ted, me dit-il, j'aimerais que vous imaginiez votre vie comme si c'était un sablier. La partie supérieure contient des milliers de grains de sable qui s'écoulent tous lentement et régulièrement par un goulot étroit au milieu. Il n'y a rien que vous ou moi puissions faire pour faire passer plus d'un grain de sable par le goulot étroit sans briser le sablier. Vous et moi et tout le monde ressemblons à ce sablier. Quand nous démarrons la journée, nous avons l'impression d'avoir des centaines de tâches à accomplir ce jour-là. Mais si nous ne faisons pas les choses une à la fois, lentement et régulièrement au fil de la journée, comme le font les grains de sable dans le sablier, alors nous sommes condamnés à briser notre propre structure physique ou mentale. J'ai adopté cette philosophie de vie depuis ce jour mémorable à l'infirmerie. Un grain de sable à la fois, une tâche à la fois. Ce conseil me sauva physiquement et psychologiquement pendant la guerre, et me fut également précieux dans mon poste de directeur des relations publiques et de la publicité chez Hadcrafter Printing and Offset Co. Inc. J'ai vu les mêmes problèmes surgir dans les affaires que pendant la guerre. Une multitude de choses qui doivent être faites en même temps et sans tarder. Nos stocks étaient bas. Nous avions de nouveaux formulaires à remplir, de nouvelles dispositions pour les stocks de marchandises, des changements d'adresse, l'ouverture et la fermeture de bureaux, et ainsi de suite. Au lieu d'être tendu et nerveux, je me rappelle le conseil du médecin. Un grain de sable à la fois, une tâche à la fois. En me répétant ces mots en boucle, je peux travailler de manière plus efficace et sans éprouver ce sentiment de confusion et d'agitation qui a failli m'anéantir sur le champ de bataille. Notre mode de vie actuel a un constat des plus consternants. La moitié de nos lits d'hôpitaux sont réservés aux patients atteints de troubles nerveux et psychologiques. Des patients qui se sont effondrés sous le fardeau écrasant des soucis d'hier et de la crainte du lendemain. Or, une vaste majorité de ceux-ci auraient pu éviter ces hospitalisations et vivre des vies heureuses, gratifiantes, s'ils avaient simplement écouté les mots de Jésus. Ne vous souciez pas du lendemain. Ou ceux de Sir William Hasler, cloisonnez votre vie en compartiments étanches. Vous et moi nous tenons à cet instant précis au point de rencontre entre deux éternités. Le vaste passé, qui dure depuis toujours, et le futur, qui se raccroche à la dernière syllabe du registre des temps. Il nous est impossible de vivre dans l'une ou l'autre de ces éternités, ne fût-ce qu'une fraction de seconde. Cependant, si nous nous y efforçons, nous risquons de briser nos corps et nos esprits. Aussi, contentons-nous de vivre le seul moment qu'il nous soit accordé de vivre, du moment présent jusqu'à la tombée de la nuit. Chacun d'entre nous peut porter son fardeau, aussi lourd qu'il soit, jusqu'à la tombée de la nuit, écrivait Robert Louis Stevenson. Chacun peut s'acquitter de sa tâche, aussi difficile qu'elle puisse être, durant une journée. Nous sommes tous en mesure de mener une existence paisible, sereine, pure, pleine d'amour, jusqu'au coucher du soleil. Et en réalité, vivre cela ne signifie rien d'autre. Oui, c'est tout ce que la vie exige de nous. Mais Madame Ika Shields, de Saginaw, dans le Michigan, fut poussée au bord du désespoir, voire du suicide, avant d'apprendre à vivre dans le présent. Voici son histoire. En 1937, je perdis mon mari, me raconta Madame Shields. J'étais extrêmement déprimé et presque sans ressources. J'écrivis à mon ancien employeur, M. Leon Roach de la Roach Fowler Company à Kansas City, et je repris mon ancien poste. Avant mon mariage, je gagnais ma vie en vendant des encyclopédies aux écoles rurales et urbaines. J'avais vendu ma voiture 2 ans plus tôt, quand mon mari était tombé malade, mais je pus rassembler assez d'argent pour payer l'acompte d'une voiture d'occasion, et je recommençai à vendre des encyclopédies. J'avais pensé que reprendre la route m'aiderait à soulager ma dépression. Mais passer mes journées à rouler et à manger seul était presque au-dessus de mes forces. Certaines parties du territoire n'étaient pas très productives et j'avais du mal à rembourser ma voiture. Et ce, même si les mensualités n'étaient pas bien élevées. Au printemps 1938, je travaillais aux alentours de Versailles, dans le Missouri.
Les écoles de la région étaient pauvres, les routes en mauvais état. Je me sentais si seul et découragé qu'à l'époque, j'envisageais même le suicide. Il me semblait que le succès était hors de portée. Je n'avais plus aucune raison de vivre. Je redoutais de me lever chaque matin pour affronter la journée. J'avais peur de tout. Peur de ne pas pouvoir rembourser ma voiture. Peur de ne pas pouvoir payer le loyer de ma chambre. Peur de ne pas avoir assez à manger. Je craignais que ma santé se détériore et de ne pas avoir les moyens de me soigner. Seule la pensée du chagrin de ma sœur et le fait que je n'avais pas assez d'argent pour couvrir le coût de mon enterrement me dissuadèrent de me suicider. Puis un jour, je lus un article qui me sortit de mon abattement et me donna le courage de continuer à vivre. Je serai éternellement reconnaissante envers cette phrase qui m'inspira tant. Elle disait « Pour l'homme sage, chaque jour est une nouvelle vie ». Je tapais cette phrase à la machine et la collais sur le pare-brise de ma voiture, où je pouvais la voir à chaque minute de trajet. Je m'aperçus qu'il n'était pas si difficile de vivre un jour à la fois. J'appris à oublier les hier et à ne pas penser au lendemain. Chaque matin, je me disais « Aujourd'hui commence une nouvelle vie ». J'ai réussi à surmonter ma peur de la solitude, ma peur de manquer. Désormais, je suis heureuse et mes affaires marchent bien. Je porte beaucoup d'enthousiasme et d'amour à la vie. Je sais à présent que je n'aurai plus jamais peur, qu'importe ce que la vie me réserve. Je sais à présent que je n'ai pas à craindre l'avenir et que je peux vivre un jour à la fois. Que pour l'homme sage, chaque jour est une nouvelle vie. D'après vous, qui a écrit ces vers? Bienheureux est celui qui possède le jour, qui, sûr de lui, peut dire « Que m'importe demain, même si je dois mourir, aujourd'hui j'ai vécu, à fond et sans détour. » Ces mots vous paraissent modernes, n'est-ce pas? Pourtant, ils furent écrits 30 ans avant la naissance du Christ par le poète romain Horace. À mon sens, l'aspect le plus tragique de la nature humaine est notre tendance à toujours remettre notre vie à plus tard. Nous rêvons tous d'une roseraie magique au-delà de l'horizon, au lieu de profiter des roses qui fleurissent à nos fenêtres aujourd'hui. Pourquoi sommes-nous si inconscients, si tragiquement inconscients? Comme elle est étrange, notre petite procession de vie, écrivait Stephen Leacock. L'enfant dit « quand je serai grand ». Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le grand garçon dit « quand je serai un homme ». Et puis devenu homme, il dit « quand je serai marié ». Mais être marié, qu'est-ce que cela signifie? Alors il pense « quand je prendrai ma retraite ». Et alors, quand la retraite arrive, il se retourne sur le paysage traversé. Un vent froid semble le balayer. Il ne sait comment, mais il est passé à côté de tout, et il ne reste rien. La vie, nous l'apprenons trop tard, est dans le vivant, dans le tissu de chaque jour et de chaque heure. Edward S. Evans, de Détroit, s'était presque laissé mourir d'inquiétude avant de comprendre que la vie était dans le vivant, dans le tissu de chaque jour et de chaque heure. Né dans une famille pauvre, Edward Evans commença à gagner sa vie en vendant des journaux, puis devint commis chez un épicier. Plus tard, chargé de subvenir aux besoins de cette personne, il obtint un poste de bibliothécaire adjoint. En dépit du salaire modique, il avait trop peur de démissionner. 8 années passèrent avant qu'il ne trouve le courage de s'établir à son compte. Mais, quand il se lança enfin, l'entreprise qu'il créa grâce à un prêt de 55 $ lui rapporta 20 000 $ par an. Puis, il connut une déconvenue. Il endossa un gros chèque pour un ami qui fit faillite. Rapidement, ce désastre fut suivi par un autre. La banque dans laquelle reposait tout son argent fit banqueroute. Non seulement il perdit jusqu'au dernier centime, mais il se retrouva endetté de 16 000 $. C'en fut trop pour ses nerfs. « J'étais incapable de dormir ou de manger », me confia-t-il. Je souffrais également d'une étrange maladie, causée entièrement par le stress. Un jour, tandis que je marchais dans la rue, je fus pris d'un malaise et m'écroulai sur le trottoir. Je n'étais plus capable de marcher. Je dus rester alité, et mon corps se couvrit d'eczéma. Mon mal s'intériorisa jusqu'à ce que même rester allongé dans un lit devienne atroce. Chaque jour, je m'affaiblissais davantage. Jusqu'au jour où mon médecin m'annonça que je n'avais plus que 2 semaines à vivre.
Je fus sous le choc. Je rédigeais mon testament, puis je me rallongeai dans mon lit pour attendre la fin. Il était devenu futile de lutter ou de stresser. Je lâchai la barre, me détendis, et finis par m'endormir. Cela faisait des semaines que je n'avais pas dormi 2 heures d'affilée. Mais, conscient que mes problèmes matériels touchaient à leur fin, je dormis comme un bébé. Mon épuisement se dissipa. Mon appétit revint. Je repris du poids. Quelques semaines plus tard, j'étais capable de marcher avec des béquilles. Au bout de 6 semaines, j'étais en mesure de retourner au travail. J'avais autrefois gagné 20 000 $ par an, mais j'étais à présent soulagé d'obtenir un emploi qui me payait 30 $ par semaine, à vendre des cales pour bloquer les roues des voitures expédiées par fret. L'important, c'est que j'avais enfin retenu la leçon. Plus question de stresser, plus question de regretter le passé, plus question de craindre l'avenir. Je consacrais tout mon temps, mon énergie et mon enthousiasme à vendre ces cales. La carrière d'Edward S. Evans grimpa en flèche après cela. Au bout de quelques années, il fut nommé à la tête de l'entreprise, qui devint la Evans Products Company, cotée à la bourse de New York. Si vous survolez un jour le Groenland, vous atterrirez peut-être sur l'Evans Field, un terrain d'aviation nommé en son honneur. Pourtant, Edward S. Evans n'aurait jamais connu cette réussite s'il n'avait pas appris à cloisonner sa vie en compartiments étanches. Vous vous rappellerez que la Reine Blanche a dit « La règle est la suivante. Confiture demain et confiture hier, mais jamais de confiture aujourd'hui. » La majorité d'entre nous sommes comme cela, à mariner dans la confiture d'hier et à nous inquiéter de la confiture de demain, au lieu d'étaler allègrement la confiture d'aujourd'hui sur notre pain dès maintenant. Même le philosophe français Montaigne fit cette erreur. « Ma vie, déclara-t-il, a été remplie de malheurs terribles dont la plupart ne sont jamais arrivés. Il en est de même pour la mienne et pour la vôtre. » Imaginez, disait Dante, que ce jour ne se lèvera plus jamais. La vie file à une vitesse incroyable. Nous nous déplaçons dans l'espace à une vitesse de 30 km par seconde. Aujourd'hui est notre bien le plus précieux. C'est notre seul bien certain. Ceci représente la philosophie de l'écrivain Lowell Thomas. Lors d'un week-end récent que je passais à sa ferme, je remarquai qu'il avait fait encadrer ces mots du psaume 118 et les avait accrochés au mur de son studio où il pouvait les voir souvent. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre bonheur et notre joie. L'écrivain John Ruskin, quant à lui, avait sur son bureau un simple roc sur lequel était gravé le mot « Aujourd'hui ». Et, bien que je n'ai pas moi-même de pierre sur mon bureau, j'ai collé un poème sur mon miroir que je peux lire quand je me rase chaque matin. Un poème que Sir William Astley gardait toujours sur son bureau, écrit par le célèbre dramaturge indien Kalidasa. Salutations à l'aube. Regarde ce jour, car il est la vie même de la vie. Dans sa brève durée se trouvent toutes les vérités et les réalités de ton existence, la joie de grandir, la gloire d'agir, la splendeur d'accomplir. Car hier n'est plus qu'un rêve, demain n'est encore qu'une vision. Mais aujourd'hui, s'il est pleinement vécu, fait d'hier un rêve de bonheur et de chaque lendemain une vision d'espoir. Ainsi, regarde bien le jour qui se lève. Telle est la salutation de l'aube. En résumé, le premier principe fondamental sur le stress est celui-ci. Si vous voulez l'empêcher de vous gâcher la vie, faites comme Sir William Astley. 1. Fermez les portes en fer du passé et du futur. Cloisonnez votre vie en compartiments étanches. Vivez un jour à la fois. Pourquoi ne pas vous poser ces questions et écrire les réponses? 1. Ai-je tendance à reporter le présent à plus tard pour m'inquiéter de l'avenir ou rêver d'un jardin magique au-delà de l'horizon? 2. M'arrive-t-il d'empoisonner le présent en regrettant des événements passés qui sont bel et bien terminés? 3. Est-ce que je me lève le matin résolu à profiter du moment présent, à tirer un maximum des 24 heures à venir? 4.
Pourrais-je retirer davantage de ma vie en vivant chaque journée comme un compartiment étanche? 5. Quand vais-je commencer à appliquer ce conseil? La semaine prochaine? Demain? Aujourd'hui? 2. Une formule magique pour résoudre les situations de stress. Aimeriez-vous que je vous donne une recette rapide, à toute épreuve, pour remédier à une situation stressante? Une technique que vous pouvez commencer à utiliser sur le champ avant de poursuivre votre écoute de ce livre? Alors laissez-moi vous décrire la méthode imaginée par Willis H. Carrier, l'ingénieur de génie qui lança l'industrie de la climatisation et dirigea la célèbre Carrier Corporation à Syracuse, dans l'État de New York. Sa technique est l'une des meilleures que je connaisse pour remédier à un problème stressant, et M. Carrier me l'a appris lui-même lors d'un déjeuner au Club des ingénieurs de New York. Quand j'étais jeune homme, commença-t-il, alors que je travaillais pour la Buffalo Forge Company, je fus chargé d'installer un appareil pour épurer les gaz dans une usine de la Pittsburgh Plate Glass Company, à Crystal City, dans le Missouri. Une usine qui avait coûté des millions de dollars. L'objectif de l'appareil était de retirer les impuretés contenues dans le gaz, afin qu'il puisse être utilisé comme combustible sans endommager les machines. Cette méthode d'épuration des gaz était nouvelle. Elle n'avait été testée qu'une seule fois auparavant, et dans des conditions très différentes. Pendant l'installation, je rencontrais des difficultés imprévues. Le système fonctionnait dans une certaine mesure, mais n'atteignait pas les objectifs fixés. J'étais sidéré par mon échec. C'était presque comme si quelqu'un m'avait donné un coup de massue sur le crâne. Mon estomac et mes entrailles se nouèrent. Pendant des jours, je fus si stressé que je ne parvins pas à dormir. Finalement, le bon sens me rappela que me ronger les sangs ne me mènerait nulle part. J'imaginais donc un moyen de résoudre mon problème sans stresser. Celui-ci fonctionna à merveille. J'utilise la même technique anti-stress depuis plus de 30 ans. Elle est extrêmement simple et à la portée de tout le monde. Elle consiste en 3 étapes. 1. J'analysais la situation courageusement et honnêtement. Puis j'envisageais le pire qui pouvait m'arriver en raison de cet échec. Ce qui était sûr, c'était que personne n'allait me jeter en prison ni me tirer dessus. Il était vrai cependant qu'il y avait des chances que je perde mon emploi, et également une chance que mes employeurs doivent récupérer l'appareil et perdent les 20 000 $ que nous avions investis. 2. Après avoir déterminé le pire qui pouvait m'arriver, je me résignais à l'accepter si c'était nécessaire. Cet échec allait certainement porter un sale coup à ma réputation et pourrait même me faire perdre mon emploi. Mais dans ce cas, je pouvais toujours trouver un autre travail. La situation aurait pu être bien pire. Et en ce qui concernait mes employeurs, eh bien, ils devaient être conscients des risques de cette technique expérimentale d'épuration des gaz. Et si cette expérience leur coûtait 20 000 $, ils pouvaient encaisser le coup. Ils pouvaient la facturer sur le compte de la recherche. Après avoir déterminé le pire qui pouvait m'arriver et m'être résigné à l'accepter si c'était nécessaire, une chose extrêmement importante se produisit. Je me détendis aussitôt et j'éprouvais une sérénité que je n'avais pas ressentie depuis des jours. 3. À partir de ce moment-là, je consacrais calmement mon temps et mon énergie à tenter d'améliorer le pire que j'avais déjà accepté mentalement. J'essayais alors de déterminer des moyens de réduire la perte de 20 000 $ à laquelle nous étions confrontés. Je fis plusieurs tests et calculs et finis par estimer que si nous investissions 5 000 $ en matériel supplémentaire, notre problème serait résolu. Ce que nous fîmes, et au lieu de perdre 20 000 $, la société en gagna 15. Je n'aurais sans doute jamais été capable de raisonner ainsi si j'avais continué à angoisser, car l'un des aspects les plus redoutables du stress est qu'il détruit notre faculté de nous concentrer. Lorsque nous stressons, notre esprit bondit dans toutes les directions, et nous perdons tout pouvoir de décision. Toutefois, lorsque nous nous forçons à affronter le pire et à l'accepter mentalement, nous éliminons toutes ces spéculations vagues et pouvons alors nous concentrer sur notre problème. Cet incident que je vous raconte s'est produit il y a de nombreuses années. Ma technique a si bien fonctionné que je l'applique depuis lors. Grâce à elle, ma vie a été pratiquement dénuée de stress. Chers auditeurs,
J'espère que vous avez aimé le livre. Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description. Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux.